Dans la pièce en pierre voisine du bureau municipal, ça sentait le parchemin humide et l'huile rance des lampes. Sur la table, il y avait un contrat de mariage, taché de cire et soigneusement corrigé par le notaire. Un fil épais reliait les feuilles. La dot, la promesse d'entraide, les marques des témoins. À côté se trouvait la plainte des époux, adultes et épuisés par leurs revendications mutuelles. Il invoquait le devoir, elle invoquait la violence de la coutume dans sa famille. Sous les documents se trouvaient des bordereaux de dépenses pour les services d'un coursier à la cour épiscopale et pour des copies des décrets de la chancellerie papale. Dans cette pile de papier, une querelle domestique se transformait en une question de pouvoir. Qui décide de ce qui est considéré comme la norme dans la vie conjugale? Les anciens de la tribu, la famille bruyante ou un texte romain rédigé dans une formule latine claire sur le volontariat. Une voix masculine salue les spectateurs, leur demande d'écrire dans les commentaires d'où ils regardent et s'ils ont été confrontés dans leur région à la façon dont la coutume a fait taire le droit. Elle dit que vos histoires sont importantes pour comprendre comment les mythes occultent les documents et souhaite une attention sereine et une écoute agréable. Le notaire, un homme âgé aux doigts usés et au dos voûté, a soigneusement classé la plainte parmi les originaux des décrets datant du début du XIIIe siècle, à l'époque où le pape Innocent III régnait à Rome. On ne lui avait pas enseigné la superstition, mais la forme. Où mettre la mention « entendu » ou inscrire « réponse donnée » où le mot « consentement » devait précéder le mot « cohabitation ». Dans les marges, il avait l'habitude de laisser des rubriques « volonté »,« contrainte »,« coutume », « ingérence de la famille ». Les notes médicales d'un médecin, un adulte, avec des remarques sur les ecchymoses et l'épuisement de la femme après de longues querelles, constituaient un fil conducteur distinct. Elle ne contenait aucune sensation, mais seulement un registre froid de la douleur. Le notaire notait que là où la famille du mari insistait sur le devoir comme une obligation contraignante, la réalité était cruelle. Insomnie, peur, refus de partager les repas. Il souleva un recueil de décrets où le latin austère répétait une règle issue des écoles de droit. Le mariage est fondé sur le consentement, et non sur la forme ou la pression. Il passa son doigt sur les lignes qui exigeaient la publication d'annonces avant le mariage, afin que chacun ait la possibilité d'exprimer ses objections, où les contrats de mariage sans libre arbitre étaient reconnus comme nuls, où les consentements suspects, obtenus sous la contrainte ou la pression de la famille, étaient interprétés en faveur de la liberté. Ce n'était pas l'idéal qui l'intéressait, mais la façon dont ce document fonctionnait dans la boue de la vie provinciale, où les anciens avaient l'habitude de décider à la place des nouveaux époux. Lors de l'assemblée municipale, les hommes adultes de la famille du mari invoquaient nos coutumes, l'ordre juste, l'autorité de Rome, comprise comme une autorisation de surveillance oppressante.
le notaire a discrètement noté dans la marge. Mythe du contrôle total. L'enquête ne commença pas par des mots forts, mais par une comparaison. Dans quel ordre les conflits se produisaient-ils? Quand la famille du mari intensifiait-elle la pression? Par quels mots justifiait-elle l'exigence d'accomplir son devoir? Et quand exactement apparaissaient les menaces de priver la femme de son soutien? Les frais de déplacement chez l'archidiacre local et les frais de correspondance avec le diocèse ont été ajoutés aux feuilles de dépenses du dossier. Parallèlement, le registre de la maison indiquait que des témoins adultes, voisins, parrains et marraines, avaient entendu des disputes nocturnes et vu la femme se cacher chez des proches. Le notaire, en vérifiant les détails, ne cherchait pas à connaître les détails croustillants. Il s'intéressait à savoir où le conflit relevait de la contrainte et où le document lui donnait un nom. Il comparait les conseils des anciens, quotidiens, aux normes papales, rédigés par des personnes qui craignaient non pas les sentiments, mais la violence. Dans les décrets du début du XIIIe siècle, l'accent était mis sur le caractère volontaire et la clarté des obstacles. Les mariages sous la contrainte étaient interdits. La nullité des vœux obtenus par la force était déclarée. Le rôle du consentement mutuel comme essence de l'union était souligné. Le notaire a appliqué ces dispositions à l'affaire de personnes vivantes où le devoir habituel est devenu un moyen de contrôle. Il a noté que les anciens se référaient au lit comme un devoir de la famille et non au texte, où l'union était construite autour du consentement et des obstacles convenus. Le tournant s'est produit lorsque, dans les procès-verbaux de la Réunion, les anciens se sont à nouveau retranchés derrière la coutume. Ils ont tenté d'affirmer que, dans nos contrées, la femme est tenue d'exécuter tout ce que son mari et sa maison exigent, et que Rome aurait toujours béni une telle discipline. Le notaire a soulevé les paragraphes sur le consentement matrimonial et a rappelé au tribunal que ce à quoi la famille se réfère est une légende tardive sur le contrôle total, pratique pour exercer une pression, mais qui ne correspond pas aux sources. Il a joint au dossier des extraits dans lesquels la chancellerie papale, au contraire, obligeait à vérifier le caractère volontaire du consentement et punissait la contrainte à l'union, où l'autonomie du consentement était protégée contre les mesures coercitives adoptées par la communauté. Il n'avait pas besoin de belles paroles. Une formule laconique suffisait, selon laquelle une union sans liberté est invalide, et un devoir imposé par la peur n'est pas une fiction juridique, mais une fiction violente. Le conflit s'est déroulé, comme toujours dans ce genre d'affaires. La famille du mari a commencé à faire pression en invoquant l'autorité de Rome, se cachant en réalité non pas derrière des décrets, mais derrière son propre désir de contrôler la jeune famille. Lors d'une réunion municipale, les hommes adultes de la famille ont menacé de refuser leur aide, ont humilié la femme en parlant de honte et ont fait allusion à la faiblesse honteuse du mari. Le médecin a noté dans son rapport la détérioration de l'état de santé de la femme,
tandis que ses parents adultes la menaçaient de représailles si elle allait à l'encontre du monde. Le notaire a consigné chaque menace comme un événement du dossier, la pression de la coutume clanique et son conflit avec la norme, que Rome attribuait non pas à la peur, mais au consentement. Il a établi un tableau comparatif. À gauche, les formules de la coutume, devoir, obéissance à la maison, punition, honte. À droite, les formules des décrets, le consentement fait le mariage, annonce pour exclure la tromperie. L'union n'est pas valable en cas de peur. Le tribunal est tenu de protéger la liberté. Il a joint au dossier les témoignages de voisins adultes et une copie du registre paroissial concernant la publication des annonces matrimoniales, qui avaient été faites en toute bonne foi, 3 fois, aux dates convenues, sans dissimulation d'obstacle. Ce registre indiquait que le mariage avait commencé comme un contrat entre adultes devant la communauté. Tout ce qui s'est produit par la suite n'était qu'une tentative de la famille de réécrire les conditions de l'union, sous le couvert du mythe du contrôle romain sur le lite. Parallèlement, il a rassemblé en un seul bloc les réalités médicales et économiques. Les dossiers médicaux faisaient état de maux de tête, d'écorchures dues à des bousculades dans la maison, d'insomnie progressive. Le registre domestique montrait comment le mari, adulte et dépendant de ses frères, passait de plus en plus souvent la nuit chez ses proches. Les flux financiers servaient à offrir des cadeaux aux anciens et à organiser des festins en l'honneur du rétablissement de l'ordre. Ces dépenses n'ont rien à voir avec la théologie, mais relèvent plutôt du contrôle des corps par l'économie de la honte. Sans élever la voix, le notaire a rassemblé tout cela dans un dossier où le mot consentement ne sonnait pas comme une morale, mais comme un signal d'arrêt juridique. Sa dernière démarche dans cette affaire a été de se référer à la correspondance papale, qui soulignait le devoir des tribunaux de protéger la liberté du choix matrimonial et de punir ceux qui brisaient la volonté sous le couvert de l'honneur de la famille. Il a joint un extrait indiquant que les menaces et la violence dans les affaires familiales étaient qualifiées d'abus et étaient passibles de sanctions ecclésiastiques. Ce document s'opposait ainsi au mythe. Au lieu d'un Rome imposait le lit, on voyait apparaître une Rome qui, du moins sur le papier, obligeait les tribunaux locaux à confirmer le caractère volontaire et à punir la contrainte. C'est ainsi que s'est achevée la première phase de l'enquête. Le différend entre conjoints adultes, élevés au rang de politique coutumière, s'est heurté au texte romain, où le consentement n'était pas une simple fioriture, mais un pilier fondamental. Le notaire n'avait pas devant lui des saints ni des miracles, mais un tableau. Là où la coutume repousse la volonté, les décrets la rétablissent. Il restait ensuite à passer l'épreuve de la pratique. Comment le tribunal se comporterait-il entre le bruit de la salle généalogique
et le silence du parchemin? Et le papier aurait-il assez de force pour arrêter la main lourde des traditionalistes? Le notaire a commencé par un résumé où il a aligné les dates, écrites en toutes lettres, et les événements survenus dans la maison des époux en conflit. Les jours de visite des anciens, les jours de publication dans la paroisse, les jours où le médecin a constaté une détérioration de l'état de santé de la femme. Une régularité se dégageait de cette série. Chaque fois que la famille du mari organisait un conseil, le lendemain était marqué par des réclamations concernant la dette et des menaces de privation de soutien, suivies de nuits tourmentées et de brèves notes du médecin sur les tremblements des mains et les états pré-évanouissement. La routine administrative traduisait la vie d'autrui en lignes, et dans ces lignes, on entendait comment l'usage s'immisçait dans le lit d'adulte par des mains étrangères et des portefeuilles étrangers. Pour éviter que les mots ne se dispersent, le notaire ajoutait au dossier des copies des décrets. Le consentement fait le mariage. Le mariage sans liberté est nul. La contrainte est punie, les menaces et la pression économique sont qualifiées d'abus. Il y ajouta un extrait des statuts diocésains où le conseil au juge était extrêmement clair. Séparer les coutumes séculières du droit. Vérifier si l'union n'est pas brisée par la peur. Il a ensuite examiné les témoignages des témoins adultes. Les voisins ont raconté avec réserve que la famille du mari venait en groupe bruyant, que la femme était emmenée chez des parents pour échapper aux cris, que l'on cessait d'allumer le feu dans la maison la nuit pour éviter les visites des conseillers. Ces détails, loin de la peinture légendaire, composaient un portrait social de la pression. Le devoir comme une matraque, la honte comme une monnaie. Dans les feuilles de dépenses figuraient des lignes sur les petits cadeaux aux anciens et sur les repas pour renforcer la paix, après lesquels la paix devenait encore plus difficile. Le notaire a comparé ces dépenses avec les lettres de la chancellerie papale et a remarqué comment le mythe du contrôle romain se retournait comme un miroir. Ceux qui se référaient à Rome agissaient en réalité contre ce que Rome avait prescrit dans ses textes sur la liberté de consentement. Entre-temps, la famille du mari avait intensifié ses pressions. Lors d'une réunion municipale, les hommes adultes de la famille avaient invoqué l'honneur de la maison et l'ordre des ancêtres, essayant d'imposer au tribunal la responsabilité de raisonner l'épouse. Le notaire a rassemblé toutes leurs formules dans un tableau et a ajouté à côté de chacune d'elles une brève référence au point des décrétales d'innocents, qui parlait du caractère volontaire, de la nullité d'une union conclue sous la contrainte, du devoir des juges de défendre la volonté. Il ne discutait pas de morale, il rappelait la norme. De cette sécheresse est né le premier tournant important. Le tribunal, examinant l'affaire, a officiellement demandé au greffe des copies de ces mêmes décrets. La coutume locale
avec son pouvoir conversationnel, s'est heurté à un texte daté et signé. Pendant que la demande était en cours, le notaire a examiné un autre aspect médical. Le médecin, adulte et habitué à la pauvreté laborieuse de ses patients, a noté chez la femme non seulement des ecchymoses et de l'épuisement, mais aussi une tension musculaire constante, de l'insomnie, des tremblements d'attente. Ce n'était pas inhabituel pour les tribunaux de l'époque. Dans les affaires de conflits conjugaux, ces notes étaient le plus souvent laissées de côté, mais le notaire les a insérées dans le dossier afin de montrer la frontière entre le langage du devoir et la réalité des corps. Il a placé à côté de ces notes des lignes tirées des décrétales sur le péché de contrainte et sur la différence entre une demande légitime et une exigence violente. Ainsi, le document s'approchait de la prosaïsme médical, détruisant le mythe d'un contrôle total prétendument béni. Lorsque les copies estampillées sont arrivées, une scène de révision discrète a commencé au tribunal. Les jurés adultes, dépendant du monde du marché urbain et des anciens locaux, ont lu le texte où le consentement primait sur les habitudes. Cela n'a pas mis fin aux guerres domestiques, mais a établi un lien. Si la coutume brise la volonté, la coutume est punie. La famille du mari a répondu comme elle savait le faire. Elle a intensifié la pression, a commencé à parler de honte devant la paroisse, a fait allusion à la mémoire ancestrale. Le notaire a ici aussi suivi la ligne du document. Il a joint un résumé ou l'enregistrement paroissial des publications des annonces matrimoniales, faites selon les règles, confirmait que le mariage avait commencé comme un contrat entre adultes devant la communauté, sans obstacle caché. Il a également joint un extrait des décrétales, stipulant que la contrainte ultérieure ne crée pas de droits, mais les détruit. À ce moment-là, l'argent est sorti de l'ombre. De nouvelles dépenses sont apparues dans le livre de compte du mari. Des cadeaux aux anciens, des repas de paix, des visites au médiateur. L'économie de la coutume fonctionnait comme un lubrifiant pour la pression. Le notaire a noté, là où l'on dit « Rome ordonne », on veut en réalité dire « la maison ordonne », et il se référa à nouveau au document dans lequel Rome ordonnait autre chose. Protéger la liberté du choix matrimonial et punir ceux qui exerçaient une pression par l'autorité de la famille. Il souligna que les décrets n'étaient pas en accord avec la rhétorique folklorique, mais avec la procédure. Le tribunal, s'appuyant sur les textes envoyés, a demandé à la famille du mari d'expliquer sur quelle base le « devoir » était compris comme une obligation contraignante. La réponse se résumait à « c'est l'habitude ». Le notaire a alors invoqué la nullité du consentement obtenu sous la contrainte et a établi un parallèle avec les témoignages concernant les visites nocturnes des anciens et les menaces de privation de soutien. La note du médecin concernant les troubles du sommeil et les crises de panique de la femme a été jointe au dossier. Ce fut le deuxième tournant. Au lieu de l'habitude de régler la vie d'autrui sous les yeux des voisins,
le tribunal a commencé à considérer le document et les conséquences physiques de la pression comme une réalité liée. La famille du mari a tenté de jouer l'autorité de Rome dans un autre registre, en citant des sermons sur le devoir conjugal. Mais le sermon n'était pas la loi. La loi se trouvait dans les décrétales. Le notaire a soulevé un autre texte dans lequel Innocent exigeait de vérifier la liberté du choix matrimonial et prescrivait d'annuler les unions conclues sous la contrainte. Il ne demandait pas la clémence, il demandait la reconnaissance d'un fait. La pression des anciens détruit le sens juridique du mariage. Le tribunal, déjà lié par sa propre demande à la chancellerie, ne pouvait l'ignorer. Il a adopté une décision provisoire interdisant les conseils familiaux jusqu'à la fin de la procédure et protégeant temporairement l'épouse contre les visites nocturnes qui menaçaient de perturber son sommeil et sa santé. Ainsi, le document a fait un pas de plus, reléguant la coutume au second plan. Le notaire comprenait que l'affaire ne serait pas réglée en une seule fois. Il nota dans la marge le plan de la prochaine étape. Rassembler la chronologie de tous les cas de pression, y joindre des extraits des décrets avec des annotations sur le caractère volontaire, ajouter des dossiers médicaux sans détails naturalistes, mais en mettant l'accent sur les conséquences. Pour lui, cette technique était plus importante que la rhétorique. Le mythe affirmait que Rome imposait le lit. Le document montrait que la norme romaine exigeait de vérifier le consentement et de punir la contrainte. Il ne restait plus qu'à mener la procédure à son terme. Sur la base du texte, rendre une décision où la coutume cesserait d'être un bâton et où le consentement retrouverait le sens du contrat. Ce n'était pas le chemin d'un miracle sacré, mais celui de l'administration municipale, dans laquelle les murs de pierre du tribunal et les dossiers humides du greffe devenaient soudainement un bouclier pour deux adultes contre la salle bruyante de leurs proches. Le notaire est passé des images de pression à l'endroit où la formule se transforme en décision. Il a disposé 3 colonnes sur la table. Dans la première, les procès-verbaux des conseils avec les dates exactes écrites en toutes lettres. Dans la deuxième, des extraits des décrétales, où le mariage est fondé sur le consentement et où la contrainte est déclarée comme une violation du contrat. Dans la troisième, les notes médicales d'un médecin adulte sur les conséquences des visites nocturnes, l'épuisement et la peur. Il a joint ce schéma à 3 colonnes au dossier en tant que recoupement, dans lequel le mythe du contrôle total romain se heurtait aux formules romaines de liberté. Le tribunal a accepté de considérer la vérification comme un cadre. Désormais, chaque mention du devoir devait être vérifiée en se demandant si les époux avaient le choix et si le lit ne devenait pas une arène de pression familiale. À travers ce filtre, la coutume a commencé à s'effondrer à vue d'œil. Les premières fissures apparentes sont apparues là où la famille du mari s'appuyait sur le rachat de l'honneur et les accords dans la maison.
Les feuilles de dépenses ont révélé des cadeaux aux anciens et des dépenses pour des festins qualifiés de pacifiques. Le notaire a transféré ces montants dans la colonne « Économie de la contrainte ». Il a expliqué au tribunal que ces dépenses servaient à maintenir le mécanisme de la honte, le festin comme sanction, le festin comme récompense pour un corps soumis, le festin comme instrument de contrôle du silence des voisins. À côté, il a ajouté un paragraphe tiré des décrétales, où l'obligation de vérifier le libre consentement primait sur les coutumes locales en matière de cadeaux. Le tribunal, habitué à croire le monde et le portefeuille, a été contraint de se pencher sur un texte qui ne mentionnait ni festin ni rachat de l'honneur, mais exigeait la liberté de volonté établie comme règle. Le notaire a ensuite montré comment le mythe « Rome l'ordonne » utilise les mots officiels à l'encontre de leur sens. La famille du mari invoquait les sermons sur le devoir conjugal. Mais la veille, ces mêmes personnes criaient dans la maison et frappaient à la porte pendant la nuit. Dans son tableau, ces deux couches se trouvaient côte à côte. D'un côté, l'enseignement moral, de l'autre, les conséquences physiques des conseils nocturnes. Il a souligné le lien. Là où des hommes adultes se placent dans un rôle de surveillance, le discours sur le devoir se transforme en menace et non en réciprocité. Dans les décrets, la réciprocité et le volontariat n'étaient pas une décoration, mais une condition. Le tribunal a commencé à se détourner de la coutume lorsqu'il a vu qu'elle se nourrissait trop volontiers de l'humiliation et de la peur, et non du droit. À ce moment-là, un élément supplémentaire est apparu dans l'affaire. Des lettres du greffe citant des précédents dans lesquels les tribunaux avaient annulé des contrats de mariage viciés par la contrainte. Le notaire a inclus ces précédents comme cas à l'appui et a ajouté en bas une brève note sur les statuts diocésains. Où se situent les limites de l'ingérence familiale et pourquoi la publication des annonces de mariage est nécessaire? Le sens était clair. Si, au début, l'union avait été conclue sans obstacle devant la communauté, la pression exercée par la suite ne changeait pas sa nature, mais enfreignait la norme et devait être corrigée. La famille a tenté de développer l'idée de retenue, affirmant qu'il s'agissait uniquement de mettre de l'ordre dans la maison. Le notaire a alors sorti les dossiers médicaux et a demandé au tribunal si mettre de l'ordre pouvait s'accompagner de tremblements, d'épuisement et de crises de panique chez un adulte, s'il s'agissait bien d'un mariage consensuel. Personne n'a répondu à voix haute. La réponse se trouvait déjà dans les colonnes. Peu à peu, le débat est passé du niveau moral au niveau procédural. Le tribunal a émis une interdiction temporaire des visites nocturnes des anciens et a obligé tous les participants à se présenter sur convocation, et non plus selon la coutume. Cette décision ne semblait pas héroïque, mais dans les murs de la ville, elle signifiait la rupture d'un ancien cercle vicieux. Désormais, la pression des proches devenait elle-même un motif de poursuite.
Lors de la séance suivante, le notaire a joint au dossier une nouvelle vérification. Les plaintes des voisins concernant le bruit dans les maisons après les conseils, les dépenses de la famille pour rémunérer les intermédiaires, et à côté, les chiffres écrits en toutes lettres, tirés des décrets sur la nullité du consentement sous la contrainte. Le tribunal a infligé une amende pour violation de l'interdiction des conseils et a officiellement averti la famille des conséquences d'une récidive. Le procès-verbal laconique a chassé la main étrangère de la maison. Le conflit a mis à nu le nerf principal. Le mari hésitait entre la peur de perdre son soutien et la compréhension que le mariage, sans liberté, s'effondrerait sous le même toit où l'on essayait de le renforcer. Le notaire n'en a pas fait une morale. Il a simplement consigné le choix d'un adulte qui devait répondre à qui il donnait le droit de parler en son nom. Un jour, après avoir été convaincu par des paroles, le mari s'est présenté au tribunal sans les anciens et a confirmé qu'il n'avait pas demandé de visite nocturne, qu'il n'avait pas distribué de cadeaux et qu'il n'avait pas donné l'autorisation de parler en son nom. Ce geste, qui semblait insignifiant, a constitué le troisième tournant. La construction, la famille parle au nom de la maison, a commencé à s'effondrer. Le tribunal a consigné dans le procès-verbal que les réclamations ultérieures concernant la dette seraient considérées comme un litige entre les époux et non entre la famille et les époux, et en cas de contrainte, comme une violation des normes. Le notaire a profité de la pause pour sortir un autre élément clé. La section sur les annonces publiques. Il a rappelé au tribunal que leur but était de protéger la liberté du choix matrimonial contre les obstacles cachés et les pressions soudaines. Si, après de telles annonces, la famille commence à réécrire les règles en se cachant derrière l'autorité de Rome, ce n'est pas de la loyauté envers Rome, mais un abus de son nom. Il a ajouté à côté un court extrait sur la punition pour abus de rhétorique spirituelle dans un conflit séculier. Pour la première fois, le tribunal a clairement appelé les choses par leur nom. Seront considérés comme traditionnalistes, ceux qui utilisent la coutume pour contraindre et briser le caractère volontaire. Une fois couché sur le parchemin, cette expression a cessé d'être une insulte pour devenir une étiquette juridique. Par la suite, le schéma a évolué vers une issue. Le tribunal a exigé de la famille qu'elle cesse toute action influençant la volonté de la femme et a confirmé le droit des époux à régler les aspects intimes du mariage sans surveillance extérieure, à condition qu'il n'y ait pas de violence. Les dossiers médicaux ont été transférés au statut de contrôle afin d'en suivre les conséquences. Le notaire a conclu cette étape par une affaire d'amende. Les montants, écrits en toutes lettres, ont été infligés aux auteurs des visites nocturnes et des festins pacifiques où se décidait le sort du lit d'autrui. Le mirage Rome l'ordonne
s'est dissipé lorsque Rome elle-même s'est avérée plus présente dans le texte que dans les discours des anciens. Ce n'était pas le résultat d'un sermon inspiré, mais de la pression silencieuse du papier, où le consentement n'était pas considéré comme une décoration, mais comme une base. C'est précisément dans ce silence qu'il est apparu clairement que le mythe du contrôle total convenait à ceux qui voulaient contrôler les corps sans assumer de responsabilité. Le document, au contraire, exigeait la responsabilité de l'intrusion et la nommait clairement. Le notaire a tiré les conclusions intermédiaires. Le mariage reste un mariage s'il repose sur le libre arbitre des adultes. La coutume, réduite à un simple fouet, est passible d'une amende et d'une interdiction. L'autorité de Rome, dans la bouche de la famille, est souvent un masque étranger qu'il convient d'ôter en comparant le texte et les conséquences. Il restait à définir les dernières étapes. Comment le tribunal allait-il consigner cela dans sa décision finale? Comment l'appel allait-il être organisé? Et comment la chancellerie municipale allait-elle inscrire dans ses registres cette nouvelle pratique, fondée sur les décrétales et non plus sur les bruyantes réunions soviétiques devant les portes des chambres à coucher? Le tribunal est passé à la rédaction de la matrice finale des faits, et le notaire a présenté aux assesseurs le dernier ensemble de vérification. Dans une colonne figuraient les jours indiqués en lettres, où la famille du mari réunissait des conseils et organisait des festins pour renforcer la paix. Dans la deuxième, des extraits des décrétales d'innocents qui confirmaient une fois de plus que le consentement des adultes rendait l'union valide et que la contrainte détruisait sa signification juridique. Dans la troisième, les notes médicales du médecin sur les conséquences des visites nocturnes, dépression nerveuse, épuisement, insomnie. Cette feuille de route, en 3 volets, éliminait tout ce qui était superflu dans le litige. Il devenait évident que la coutume ne jouait pas le rôle d'une tradition respectueuse, mais servait de mécanisme de contrôle oppressant, dont la famille disposait comme d'un instrument de pouvoir sur les corps et les portefeuilles. Le tribunal a invité les parties à présenter leurs dernières observations. Et dans ces observations, la famille a une fois de plus fait référence à l'ordre des ancêtres, tandis que le notaire, sans changer de ton, a ramené la conversation sur le texte et ses conséquences, aux lignes qui soulignaient la nullité du consentement obtenu sous la contrainte, l'obligation de protéger la volonté et le caractère punissable de l'abus de rhétorique morale dans un litige civil. En parallèle, le greffe classait les précédents. Le notaire a trouvé des cas où les tribunaux annulaient ou corrigeaient les accords matrimoniaux s'ils découvraient une pression exercée par la famille, et où des amendes étaient infligées pour ingérence déguisée en conseil. Ces affaires étaient à voir en détail et regorgeaient de formules. Mais c'est précisément elles qui ont créé l'échelle grâce à laquelle le tribunal actuel
a pu parvenir à une décision claire sans craindre d'offenser les ancêtres. Dans chacune de ces affaires figuraient des témoins adultes, des querelles domestiques, des dépenses pour des repas pacifiques et un point final sur la protection du consentement. C'est vers cet échelon que le notaire a orienté l'enquête, montrant que le texte romain ne prescrit pas une surveillance totale du lit, mais impose de vérifier la liberté et de punir toute pression. Plus il y avait d'affaires sur la table, plus la légende s'estompait. Il restait encore un fil ténu, la rhétorique du devoir comme obligation inconditionnelle. Afin de ne laisser aucune échappatoire, le notaire a donné au devoir une connotation juridique. Il a montré que dans les décrets, le devoir est conçu comme une perspective mutuelle d'union entre adultes, et non comme le droit de tiers de disposer de leur corps. Si la peur et la dépendance économique s'installent dans la maison, le devoir cesse d'être réciproque et se transforme en contrainte, contre laquelle le document ordonne de se protéger. Les notes médicales jointes rendaient cette abstraction tangible. Tremblement, insomnie, perte de force chez un adulte. Ce n'est pas un devoir codifié, mais le prix physique d'un conseil public. Le tribunal a pris acte de ce revirement, soulignant que la dette ne peut être recouvrée par des méthodes ancestrales et qu'elle ne peut être invoquée pour justifier une pression. La famille du mari a tenté de garder le contrôle en recourant à une dernière stratégie. Invoquer l'honneur de la maison et la nécessité de maintenir l'ordre. Cette formule englobait généralement toute, de la limitation des visites à l'imposition d'un régime dans la chambre à coucher. Le notaire ne s'est pas opposé verbalement. Il a soigneusement joint un extrait stipulant que les références à l'honneur ne suppriment pas l'exigence de volontariat et ne transforment pas la sphère familiale en salle publique. À côté, il a classé une note sur les amendes pour ingérence. S'il était prouvé que les conseils avaient conduit à une perturbation de la paix, à des problèmes sanitaires et à une menace pour la santé. Le tribunal, qui avait traversé de nombreuses années difficiles et vu comment, sous le couvert de l'honneur, des destins étaient brisés, n'a pas osé laisser cette porte ouverte. Il a confirmé l'interdiction en vigueur des visites et a précisé que, à l'avenir, chaque violation serait sanctionnée par des amendes, dont les montants seraient consignés par écrit et réclamés aux organisateurs des conseils et des festins. Du côté des époux, un processus silencieux de désaccoutumance était en cours. Le mari, adulte et enfin séparé du cœur nocturne de ses proches, a commencé à venir aux réunions sans accompagnateur et a cessé de financer les festins pacifiques. Le livre de comptes en témoignait. Les dépenses pour les cadeaux aux anciens avaient diminué. Des lignes sur la réparation du poêle et l'achat de vêtements chauds pour l'hiver étaient apparus. Ces changements n'étaient pas un exploit, mais une routine quotidienne dans laquelle il y avait enfin moins de mains étrangères.
Sa femme, adulte et fatiguée, a cessé d'apparaître dans les notes médicales comme une patiente souffrant de crises de panique. Le médecin a commencé à mentionner le rétablissement du sommeil et de l'appétit. Le tribunal a constaté ces changements et compris que les mesures documentaires avaient un effet réel. Là où la main des traditionalistes a été retirée, la physiologie de la peur a également disparu. Afin de consolider cette pratique, le notaire a préparé un projet de circulaire municipal à l'intention des greffes judiciaires. Dans les affaires de conflits conjugaux, vérifiez d'abord la publication des annonces de mariage, puis la liberté de consentement au moment de la conclusion de l'union, puis l'intervention de tiers, puis les conséquences médicales de la pression, et seulement ensuite examiner les questions litigieuses relatives à la vie domestique. Cette procédure a supprimé la faille préférée de la famille, commencer par la moralisation et finir par la violence. La circulaire s'appuyait sur les décrétales d'innocents et sur les statuts locaux, dans lesquels la protection de la volonté primait sur les habitudes. Le tribunal a accepté d'examiner le projet, car il voyait qu'il conservait le résultat non pas sur le papier, mais dans la vie quotidienne. Pendant ce temps, la ville s'employait à réécrire le mythe. Sur les marchés, on entendait encore parler de la sévérité romaine, mais désormais, on y ajoutait un exemple simple. L'affaire dans laquelle le tribunal n'avait pas laissé la coutume s'immiscer dans le lit d'autrui et avait protégé le droit des adultes au consentement matrimonial. Les scribes vérifiaient les formules dans les contrats de mariage. Le mot « consentement » cessait d'être caché à la fin et était placé au début. Les paroisses publiaient soigneusement les annonces, ne permettant pas aux anciens de faire obstacle par des négociations en coulisses. Le changement de rhétorique ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais chaque fois qu'une famille tentait de jouer de l'autorité de Rome, on lui montrait non pas une légende, mais des lignes où Innocent exigeait le contraire, la vérification de la liberté et la punition pour pression. Il restait à intégrer toute cette logique dans la décision finale. Le tribunal devait prendre plusieurs mesures simples, mais dangereuses pour les habitudes. Reconnaître l'intervention de la famille comme illégale, sanctionner les organisateurs des conseils et des festins pacifiques, confirmer le droit des époux à régler les aspects intimes du mariage sans inspection extérieure, obliger la paroisse à publier des annonces conformément aux statuts et les chancelleries à conserver des copies des décrets dans leurs dossiers à des fins de vérification. Cette succession de mesures n'était pas une révolution, mais elle rompait le cercle vicieux, le lien mythique. Rome impose le lit. La famille a le droit de faire pression. En réalité, Rome défendait le consentement et le tribunal était tenu d'y appliquer une pratique sévère. Interdiction, amende, procédure à suivre. Lors de la dernière séance, lorsque tous les dossiers furent rangés, le notaire jeta un dernier coup d'œil à la première plainte
et au contrat de mariage maculé de cire. Il vit comment, depuis les premières lignes sur la dette, l'affaire en était venue à parler de liberté. Il ne célébra ni ne prêcha. Il a fait ce qu'enseigne le travail documentaire. Il a découpé dans la légende un morceau qui convenait aux puissants et l'a remplacé par une formule laissant aux adultes leur libre arbitre. Et lorsque les juges se sont retirés dans la salle de délibération, un changement était déjà perceptible dans la ville, pas bruyant, mais dense, comme le poids d'un seau frais sur le parchemin. Désormais, les traditionalistes devront payer non seulement par des festins, mais aussi par des amendes, et l'autorité de Rome cessera d'être un gourdin, car ce gourdin porte encore sur son manche les mots romains sur le consentement. La décision fut rédigée lentement, comme l'hiver, et le notaire veilla à ce que chaque ligne soit à sa place, sans fioriture ni échappatoire. Dans le préambule, le tribunal rappela la publication des annonces de mariage, effectuées conformément au statut par la paroisse à 3 reprises, aux dates convenues, ce qui confirmait l'accord initial des adultes devant la communauté. Suivaient des points s'appuyant sur les décrétales du début du XIIIe siècle. L'union fait le consentement. Le consentement arraché par la peur est nul. La pression, dissimulée sous le conseil et l'honneur, est passible de correction ecclésiastique et d'amende. Après cela, le tribunal a reconnu les visites nocturnes des proches comme une ingérence illégale et a confirmé l'interdiction de tout conseil donné sans convocation du greffe. Les montants des amendes ont été exprimés en mots afin qu'ils ne puissent pas être corrigés sur le terrain. Désormais, le paiement pour un lit étranger était considéré comme aussi réel que le paiement pour une fenêtre cassée ou un sac de céréales volé. Le notaire a insisté pour que la décision comprenne également une partie pratique, sans laquelle toute norme se transforme en vœu pieux. La paroisse devait conserver des copies des annonces et les remettre à la demande du tribunal. La chancellerie devait garder à portée de main un recueil de décrets avec des notes sur le caractère volontaire. Le médecin devait envoyer de brèves notes sur les conséquences de la pression, si elle se manifestait à nouveau, et ces notes devaient être immédiatement incluses dans le dossier. Pour les traditionalistes récalcitrants, le tribunal a laissé une ligne directe. Une nouvelle violation de l'interdiction des conseils entraîne le doublement de l'amende. Et en cas de récidive, l'exclusion des réunions paroissiales jusqu'à nouvel ordre. Il ne s'agissait pas d'une punition sévère, mais d'une exclusion de l'influence publique sur laquelle reposait leur coutume. La famille du mari a d'abord tenté de faire diversion, mais le bruit s'est heurté à l'ordre. Les amendes, consignées par écrit, ont pesé sur le portefeuille des organisateurs des festins et des opérations de maintien de l'ordre nocturne. Le livre de comptes a montré comment, dans la semaine qui a suivi la décision, les dépenses pour les cadeaux aux anciens ont disparu et les dépenses pour la farine, le sel
et les bûches sont apparues. La maison a cessé de nourrir le pouvoir extérieur. Le mari, adulte et soudainement libéré du cœur, a commencé à se rendre seul chez le notaire, avec une liste de tâches à accomplir pour la maison. Sa femme, adulte et respirant plus calmement, est réapparue dans les notes du médecin comme une patiente sans crise nocturne ni tremblement. Personne n'est devenu plus sain. Il y avait moins de mains étrangères et plus de paroles responsables. Dans le silence de la ville, cela équivalait à une victoire. Pendant ce temps, la légende continuait à circuler sur les marchés. On racontait que Rome avait autrefois ordonné de garder le lit sous clé. Ce conte malicieux avait besoin d'un public. Et le public aimait les histoires courtes. Le notaire ne discutait pas avec sa voix, mais avec du papier. Il rédigea une brève circulaire à l'intention des scribes et des prêtres. Dans les affaires concernant les époux, il fallait d'abord demander s'il y avait eu déclaration, puis si le mariage était volontaire, puis s'il y avait eu ingérence de tiers, puis s'il y avait des problèmes de santé. Ce n'est qu'après cela qu'il fallait parler du contrat. Cette procédure semblait ennuyeuse, mais c'est précisément l'ennui qui sauvait de la belle cruauté. Et lorsque, dans une autre famille, les aînés ont de nouveau tenté de jouer l'autorité de Rome, on leur a montré non pas un conte, mais des lignes dans lesquelles la chancellerie romaine exigeait de protéger le consentement. Le tribunal a tranché l'affaire. Il a reconnu l'intervention de la famille comme illégale, a obligé les traditionalistes à payer des amendes et à rembourser les frais médicaux, a officiellement confirmé le droit des époux à régler les aspects intimes du mariage sans inspection extérieure, à condition qu'il n'y ait pas de violence, et a chargé la chancellerie de procéder à des vérifications sélectives des publications paroissiales, afin que la coutume ne transforme pas les annonces en une simple formalité. La dernière page de la décision contenait une formule simple. Désormais, la référence à l'honneur de la maison ne peut être utilisée contre la volonté des adultes mariés. La référence à Rome doit correspondre au texte romain et non aux rumeurs de la cour. Cette décision eut des conséquences discrètes. Les sermons paroissiaux changèrent de ton. Ils parlaient de la réciprocité comme d'une mesure de l'union, et non du droit de tiers à disposer du lit conjugal. Les anciens, habitués à se réunir pour donner des conseils la nuit, ont commencé à demander prudemment l'autorisation de se réunir pendant la journée au bureau et ont souvent essuyé un refus. Le médecin a commencé à enregistrer moins souvent des crises chez les femmes issues de foyers où régnaient auparavant des festins pacifiques. À la foire, on ne discutait plus du droit à la honte, mais du prix du bois. La peur avait cessé d'être une marchandise. Du point de vue du chroniqueur, rien de miraculeux ne s'était produit, mais du point de vue des corps, la source de la douleur que l'on avait l'habitude de justifier par le mot « devoir » avait disparu.
Le notaire a joint au dossier une petite feuille avec un titre écrit d'une main régulière. Mythes et documents dans la norme matrimoniale. En quelques lignes sèches, il a opposé la fiction et le texte. Dans la fiction, Rome imposait le lit et bénissait le contrôle des corps par des étrangers. Dans le document, le pape du début du XIIIe siècle et sa chancellerie défendaient le choix matrimonial comme un consentement entre adultes et punissaient la contrainte. Dans la fiction, le devoir sonne comme le gourdin de la famille. Dans le document, le devoir est la perspective mutuelle de l'union, pour laquelle le cœur nocturne, devant la porte de la chambre à coucher, n'a aucun sens. Dans la fiction, la tradition est au-dessus de la loi. Dans le document, la loi sépare la tradition de la violence, et le tribunal est tenu de protéger cette séparation. Il a consacré les dernières lignes aux décisions humaines, sans lesquelles le papier reste un chiffon chaud. Le mari a choisi la maison plutôt que le cœur, et l'a payé par une gêne vis-à-vis de sa famille, et cela en valait la peine, car la maison est devenue plus chaude, non pas à cause des festins, mais à cause du poêle. La femme a choisi le droit de dire oui et non, et ce droit s'est avéré plus lourd que les discours sur l'honneur, car il lui a permis de dormir. Le tribunal a choisi le document plutôt que le bruit, et ce choix lui a coûté sa popularité dans certaines maisons, mais il a apporté l'ordre, où la peur a cessé d'être un argument. La paroisse a choisi les statuts plutôt que les rumeurs, et ce choix a comblé la brèche par laquelle les conseils nocturnes avaient l'habitude de s'infiltrer. Lorsque le jugement a séché et que le sceau a laissé son empreinte lourde, le notaire a rangé le dossier dans une armoire qui sentait le cuir et l'huile de lampe. Sur l'étagère à côté se trouvaient d'autres dossiers. Certains concernaient des dettes et des ponts, d'autres des héritages. Dans chacun d'eux, il cherchait la même chose, un endroit où le mythe convenait aux puissants et un texte qui pouvait les en empêcher. Cette fois-ci, il avait vu comment le mot romain, consentement, s'était transformé en protection des vivants. Le mariage n'était pas devenu plus sacré, mais plus honnête. La coutume n'avait pas disparu, mais elle avait perdu le droit d'entrer dans la maison sans frapper. Et la légende du contrôle total est restée une légende, car sur la table, à côté du contrat de mariage, se trouvait un document où était écrit noir sur blanc. L'union n'est pas faite par les cris au bord du lit et le cœur des parents, mais par le libre consentement des adultes. Et c'est précisément ce consentement que le tribunal a le devoir de protéger.